J'aurais voulu enchaîner, parce que je crois qu'il y a quelque chose à coudre entre nos deux interventions. Il ne s'agit pas de la Révolution française d'un côté et du temps présent de l'autre, mais bien de cette question républicaine. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est important à saisir sur la question est-elle culturelle ou est-elle d'une autre nature? Est-ce que c'est parce qu'on a un manque d'efforts culturels que les choses ne fonctionnent pas? Est-ce que c'est une lutte des mémoires? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas été refondé politiquement? Et je voudrais, avant de parler de mon propre travail sur la Révolution française, évoquer deux historiens d'histoire contemporaine. Un historien belge qui s'appelle Peter Lagroux et une historienne française qui s'appelle Anne Simonin, et qui ont pointé des choses très importantes sur le fait que cette histoire commune n'existe pas plus à l'intérieur ni de l'Europe, ni de la France. En Europe, parce que l'histoire des guerres du XXe siècle ne sont pas identiques en fonction des pays. Et en France, parce que de toute manière, si le vécu de la Première Guerre mondiale est commun et qu'à peu près tous les segments de la population ont vécu de la même manière la Première Guerre mondiale, le vécu de la Seconde Guerre mondiale est segmenté. Et que cette segmentation du vécu a produit la nécessité d'une refondation républicaine qui n'a pas eu lieu. Et là, je voudrais raccorder sur Anne Simonin, elle dit il y a eu une restauration républicaine, mais pas une refondation. Si on prend donc les institutions de la quatrième et si on prend le vécu de la quatrième, il y a quelque chose qui est restauré comme si on pouvait réparer la Troisième République en faisant un aggiornamento, mais en maintenant des guerres coloniales, en ne reconnaissant pas l'égalité au sein de l'Empire, alors que l'Empire s'est battu contre le nazisme aux côtés de l'armée française en tant qu'armée de reconquête résistante. Donc il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment-là. Et donc c'est la question d'une refondation politique qui n'a pas eu lieu. Évidemment, avec la Ve République, c'est encore pire. Donc il y a quelque chose dans la sortie du colonialisme qui ne refonde pas la République, mais qui la récuse dans une certaine manière. Chose qui a été absolument consciente au moment où ça a eu lieu, avec des débats politiques qui étaient d'une extrême vivacité. Du coup, la question de la fraternité, c'est immédiatement une fonction politique. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de fraternité que si cette segmentarité, cette segmentation de la société est refondée dans une reconnaissance avec un événement fondateur qui permet de réaffirmer quelque chose qui a à voir avec une commune humanité incarnée par le mot République. Mais si le mot République n'incarne pas une commune humanité, alors quelque chose n'est pas refondé justement de l'idéal des Lumières, tel qu'il a été évoqué au début avec Kant, et tel qu'on peut encore le souhaiter, même si les Lumières sont devenues plus tamisées. Il me semble que de ce point de vue-là, la question révolutionnaire, c'est la question de la capacité à faire entrer dans les mœurs cette idée de sentiment commun d'humanité et d'unité du genre humain. C'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est l'affirmation dogmatique, et il faut reconnaître que c'est un dogme, et que d'autres ne le partagent pas, et qu'il y a d'autres dogmes qui font qu'on ne considère pas qu'il y a une unité du genre humain, que c'est une affirmation dogmatique pour dire qu'il n'y a pas de différence entre semblables à l'intérieur du genre humain. Pour autant, il ne s'agit pas de s'aimer les uns les autres à la manière, je dirais, de l'universalité chrétienne. Il s'agit vraiment de quelque chose qui est une affirmation politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certes, il s'agit d'être sensible, mais il ne s'agit pas d'aimer tout un chacun ou d'avoir de l'amitié et de l'amour pour tout le monde. Parce que les révolutionnaires, et en particulier quelqu'un comme Saint-Just, considèrent qu'effectivement, comme Kant le dit, on ne peut pas aimer sur ordre. Donc la question n'est pas là. Par contre, c'est parce qu'on est doué d'une sensibilité à l'égard de ce sentiment commun d'humanité qu'on va défendre un certain nombre de principes. Aujourd'hui, on parle de valeurs. On parlait de principes au XVIIIe siècle, ça me paraît important. Et ces principes, avec la triade républicaine que vous avez, dont vous avez entendu des évocations toute la journée, c'est une triade qui est insécable. Et donc évidemment, pour le travail, on a liberté, puis égalité, puis fraternité. Mais ce n'est pas un ordre des raisons, c'est quelque chose qui est plutôt une circularité. S'il y a de la liberté, ça veut dire qu'il y a la reconnaissance du semblable et que tout le monde est compétent pour fabriquer le droit commun, c'est-à-dire les lois communes, et qu'on va pouvoir aimer les lois. C'est ça le sentiment commun d'humanité, c'est d'aimer les lois qui humanisent et de rejeter celles qui n'humanisent pas, donc de rejeter les lois tyranniques. Il y a même à un moment donné Robespierre, dans sa grande radicalité, qui affirme qu'une loi tyrannique n'est pas une loi. Donc on ne peut pas aimer les mauvaises lois. Donc c'est ça la liberté, c'est la possibilité de fabriquer les bonnes lois. L'égalité, ce n'est que la réciprocité de cette liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est dans une situation où il y a des dominants et des dominés,
la liberté s'écroule et l'égalité s'écroule. Parce que ce n'est pas une liberté comme non-domination, mais une liberté de certains contre d'autres. Et on est au cœur de la question présente. Aujourd'hui, si quelque chose s'écroule, qu'on a évoqué de différentes manières, quelque chose qui ne tient pas, on parle du lien social, on parle de la difficulté à faire tenir ensemble différentes mémoires, de faire tenir ensemble différents segments de la société, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de cette liberté qui est confuse, et qui est confuse de manière extrême, puisque c'est au nom de la liberté qu'on écrase non seulement des individus, mais des peuples entiers. Donc il y a quelque chose qui ne tient pas au fondement même du principe de liberté et qui du coup fait s'écrouler le principe d'égalité. Enfin, le principe de fraternité, c'est la possibilité, à partir du moment où on est dans une société où il n'y a pas de domination, d'être dans ce que les révolutionnaires appellent la confiance civile. La confiance civile, c'est le fait justement de ne pas être dans la guerre de tous contre tous. Si on n'est pas dans la guerre de tous contre tous parce qu'il n'y a pas trop de domination et qu'il y a cette confiance civile, alors quelque chose s'installe de la possibilité de faire entrer dans les mœurs des manières d'être avec les autres qui sont respectueuses. Ça ne veut pas dire qu'on les aime et qu'on est en amitié avec tout le monde, je le répète, ce n'est pas la question. C'est une question de respect mutuel, en tant qu'on est conscient qu'on peut faire alliance pour protéger les bonnes lois. Donc protéger les bonnes lois, c'est ça, produire une fraternité. La fraternité révolutionnaire, elle est immédiatement politique, c'est un enjeu politique. C'est protéger ensemble les bonnes lois. À l'intérieur d'un pays, en l'occurrence pour la période révolutionnaire, être ensemble fraternel entre révolutionnaires face aux contre-révolutionnaires, et puis à l'échelle européenne ou cosmopolitique, être capable de faire alliance avec les gens qui reconnaissent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou ses principes, pas nécessairement la lettre du texte, mais ses principes. Ce qui fait que la fraternité, c'est la capacité, dans les relations de peuple à peuple, de considérer qu'il y a une réciprocité de la souveraineté. Quand il s'agit de réciprocité de la souveraineté, on touche à la question coloniale. On touche à la manière dont on s'adresse aujourd'hui aux autres peuples. Les énoncés révolutionnaires, ce n'est pas non plus des énoncés qu'on peut transporter du passé vers le présent et on serait tranquille. Mais c'est des énoncés qui produisent un monument qui peut nous rendre courageux. Qui peut nous rendre courageux face à une situation qui est devenue un imbroglio sur toutes ces questions. Et en particulier, il y a un énoncé qui me paraît très fort, c'est celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes. Celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes. Et ça permet de comprendre cette affaire de réciprocité de la souveraineté. C'est-à-dire que si on ne réussit pas à produire des relations qui sont des relations de confiance et de réciprocité, alors on fait advenir une segmentarité sociale, une segmentarité à l'échelle locale comme à l'échelle cosmopolitique, et les situations qui sont absolument non fraternelles au sens de la commune humanité que nous vivons sur notre territoire sont liées à cette incapacité à produire effectivement le respect simplement de ce principe, ne pas opprimer une autre nation. En l'occurrence, je voudrais juste prendre un exemple contemporain et je redonnerai la parole, avec quand même quelque chose qui est le signe de l'absence de commune humanité et qui est un vrai problème politique, qui est la jungle de Calais. La jungle de Calais, elle est bien sûr nouée à une histoire mondiale, puisque les gens qui arrivent du fait de guerres qui sont de toutes sortes, mais en particulier des guerres liées à ce qui se passe au Moyen-Orient, en ce moment en particulier, avec beaucoup d'Afghans, quelques Syriens, des Érythréens et des situations dramatiques dans les lieux. Donc il y a un enjeu global qui concerne ce qu'on appelait la cosmopolitique au XVIIIe siècle. Et puis il y a un enjeu européen, parce qu'il y a un accord qui a été fait avec les Britanniques, qu'on appelle l'accord du Touquet, pour que la gestion de la non-arrivée des réfugiés sur le territoire britannique soit gérée par l'État en France, donc par la police française. Mais pourquoi on accepte de jouer ce rôle qui est quand même un rôle extrêmement délétère et extrêmement néfaste à l'imaginaire même de la fraternité et à la réalisation de la fraternité? On accepte parce qu'on craint que les Anglais, si on dise non, quittent l'Europe. Donc au lieu d'avoir un enjeu européen qui soit un enjeu de construction d'un espace fraternel, au sens de réciprocité de la souveraineté, on est dans un espace de chantage. Et donc on est dans un espace où, pour pouvoir conserver une réelle politique européenne qui par ailleurs opprime d'autres nations comme on sait, et des nations au complet, je pense au cas grec, alors on accepte aussi de faire chuter la question de la fraternité au niveau le plus local.
Et du coup, la question n'est pas simplement une lutte culturelle. Elle est aussi une lutte culturelle. Et je suis effectivement pour qu'on enseigne mieux les langues, on circule plus entre les pays, on ait plus conscience d'un enjeu cosmopolitique et de ce que sont les autres pays. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut venir si on renonce à la liberté comme domination. Cette liberté illimitée de certains contre d'autres. Sinon, eh bien, l'enjeu global a des répercussions sur l'enjeu européen qui lui-même constitue l'enjeu de ce qui se passe dans notre pays. Et si notre pays abandonne, dans une certaine mesure, sa propre monumentalité historique, en abandonnant la connaissance de ses principes, que ce soit liberté, égalité et fraternité, ou que ce soit amitié, hospitalité, s'il abandonne la connaissance de cette chose-là, eh bien personne d'autre ne le fera à sa place. Et donc on perd quelque chose d'extrêmement important comme monument pour constituer ce que les révolutionnaires appelaient l'humanité de l'humanité. Et c'est bien l'humanité de l'humanité qui est en jeu avec la fraternité comme sentiment politique et pas comme amour nécessaire à l'égard d'autrui. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit être apathique à l'égard d'autrui. Parce que les principes ne sont pas des principes abstraits, c'est des principes très concrets, c'est des notions pratiques. Ces notions pratiques, ça veut dire que quand on voit que quelqu'un n'est pas respecté dans ses droits, on doit souffrir soi-même, devoir souffrir le droit dans la personne du semblable. Et c'est ça le sentiment politique. Ce n'est pas l'amour du prochain comme prochain parce qu'il souffre. C'est que quand le prochain est atteint dans ses droits, on atteint le droit qui est aussi le droit qui me protège. Et donc on sait immédiatement que c'est l'ensemble de la société qui n'est plus protégé. Et c'est cet espace de réciprocité qui constitue les sentiments fraternels. Et c'est l'absence de sensibilité, donc l'apathie politique, qui empêche qu'il y ait de la fraternité. Ce qui fait qu'à mon sens, si aujourd'hui on veut faire quelque chose, il faut bien sûr connaître l'histoire, et je ne peux qu'inciter à le faire. Mais il s'agit aussi de voir comment ça circule. Comme disait Benjamin Stora, l'histoire n'est jamais finie. Il y a des bifurcations possibles, il y a des orientations possibles. Et donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, dans ce contexte qui nous donne le sentiment du fait de la globalisation, du fait des puissances financières, du fait de ce qu'on appelle de manière un peu opaque le néolibéralisme, du fait de toutes sortes de choses qui conduisent à nous faire croire que nous sommes impuissants, peut-être que nous avons à refonder ces principes et donc à sortir de l'idée de restauration républicaine pour être dans une véritable refondation. Ce qui suppose de redonner la puissance, de se redonner notre puissance de citoyen. Et donc, effectivement, de considérer que tout ce qui se passe en ce moment, ça suppose d'être débattu sans qu'on nous octroie le droit d'en débattre, mais c'est parce qu'on reprend le droit d'en débattre. Et de ce point de vue-là, je fais partie d'un petit collectif qui vient de lancer une initiative qui s'appelle le Conseil d'urgence citoyenne. On a essayé de faire une petite page Facebook qui n'est pour le moment que très maladroite. Il y a quelques émissions sur France Culture et sur France Inter. Et je pense que ça va avoir un conseil d'urgence citoyenne vise aussi à refonder la République et à faire en sorte que la question de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité, ça ne soit pas simplement deux petites verrues qu'on enlèverait, mais quelque chose qui serait symptôme de ce qui ne va pas aujourd'hui dans ce qu'on appelle République. Merci.